Bonjour et bienvenue à cette vidéo dédiée aux 4 grandes familles du yoga. Quand on parle de yoga aujourd'hui, on a tendance à parler des postures, mais en fait le yoga est une tradition vaste qui incorpore différentes disciplines, différentes philosophies, différentes pratiques qui visent l'éveil, la connexion avec soi-même et la connexion avec l'univers. Le yoga est divisé souvent en 4 grandes pratiques, 4 grandes familles, 4 grands chemins. On a le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. On a le Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion. Il y a le Raja Yoga, qui est le yoga royal ou le yoga du contrôle de l'énergie vitale, du mental. Et finalement, on a le Jnana Yoga, qui est le yoga de l'étude, le yoga intellectuel. Chacune de ces familles correspond à un caractère, à un tempérament différent, mais on conseille toujours de pratiquer des techniques, des pratiques de chacune de ces familles pour justement avoir un yoga équilibré. Dans la prochaine section, je vais vous parler de chacune de ces familles avec un petit peu plus de détails. On va commencer avec le Karma Yoga. Donc le mot karma, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Occident. Puis on le comprend moyennement dans le contexte de l'hindouisme, dans le contexte du bouddhisme ou du yoga. Si on le regarde d'une façon simple, c'est quand même action-réaction. C'est-à-dire, quand je fais une action dans le monde, il y a une conséquence à cette action-là, puis cette conséquence-là va éventuellement me revenir. Je vais expliquer le karma dans une vidéo dédiée au concept du karma parce que c'est un concept quand même profond et complexe, mais essentiellement, à chaque fois qu'on fait des actions dans le monde, on crée des karmas. On doit cueillir le fruit de la semence qu'on a plantée. On agit, puis on crée une trace dans le monde, une espèce de lourdeur qui nous attache à ce monde, à cette vie, à cette planète. En fait, il y a un opposé au karma qui s'appelle le dharma. Le dharma, c'est faire des actions désintéressées qui sont enlignés avec la volonté de l'univers. Si on a purifié les différents filtres, donc le corps, le mental, le filtre énergétique, notre prana, si on purifie ça assez, le yoga nous dit qu'on va atteindre une place où notre volonté devient une avec la volonté de l'univers. Le karma yoga vise à faire des actions désintéressées, à s'oublier soi-même d'une certaine façon et à agir pour les autres, à effectuer du service. On peut agir dans le monde sans créer des lourdeurs karmiques. On peut agir dans le monde sans créer du karma. Puis comment agir dans le monde sans créer du karma? C'est en se détachant du résultat de nos actions. C'est-à-dire, si je fais une action positive, disons, je suis dans le bus et je vois une personne qui a des béquilles et qui a besoin de s'asseoir et j'offre ma chaise à cette personne-là, je ne dois pas m'attendre à que cette personne-là me remercie nécessairement. Parce que dans le cas où elle ne me remercie pas, je vais avoir une frustration. Je vais sentir, hey, j'ai été gentil, puis cette personne-là ne l'a pas reconnu. On cherche une forme de reconnaissance dans le fond. Comment prendre cette situation puis agir dans le karma yoga, c'est donner le siège et oublier. On oublie, on s'attend pas merci, on oublie. Et chacune de nos actions est comme ça. On fait ce qu'il y a à faire, on observe la situation, on observe le moment présent. C'est quoi l'action juste à faire pour que les choses soient juste ajustées? Puis on agit de cette façon-là et on oublie, on s'attend à rien. Le texte principal de cette famille de yoga, du karma yoga, c'est le Bhagavad Gita, où Krishna enseigne à Arjuna justement comment appliquer le karma yoga, comment agir dans le monde en offrant nos actions au divin, à l'univers, appelez-le comme vous voulez, au lieu de toujours agir pour notre propre bénéfice. Donc, en général, le karma yoga se pratique par le seva, c'est-à-dire le service désintéressé, c'est-à-dire le bénévolat. Utiliser aussi la pleine conscience lorsqu'on fait quelque chose, c'est-à-dire si je suis en train de faire du jardinage, d'être complètement là, de sentir mon corps, de sentir le poids de la pelle, de sentir la résistance de la terre, d'être 100% investi dans l'action, encore une fois, sans s'attendre
des récompenses. Ensuite, on a le Bhakti Yoga ou le yoga de la dévotion. Si vous commencez à lire des textes traditionnels qui parlent de yoga, de discipline spirituelle, vous allez sûrement vous apercevoir que les émotions sont mal vues. C'est comme les émotions sont un filtre entre moi et la réalité. C'est un filtre négatif qui ne me permet pas de voir la réalité. Donc, il y a plusieurs formes de yoga qui simplement mettent les émotions de côté. Le Bhakti Yoga, en fait, prend l'émotion et la transforme en dévotion. Donc, toute l'énergie, le prana, l'énergie émotionnelle qui doit être exprimée d'une façon ou d'une autre, est transmutée vers le divin. Donc, dans le Bhakti Yoga, souvent, c'est un yoga dévotionnel envers une divinité, envers un dieu. Le Bhakti Yogi cherche à transformer, à transmuter ses émotions en amour spirituel au lieu que de les supprimer ou essayer de les effacer. C'est pour ça que dans le Bhakti Yoga, c'est un petit peu plus festif comme type de yoga. On va souvent pratiquer le kirtan ou les bhajans, qui sont la répétition de certains mantras en chantant et tout le monde chante, tout le monde danse. En fait, qu'est-ce qui est le plus important du Bhakti Yoga, c'est de créer un lien avec le divin, de créer un lien avec son Ishta Devata dans le contexte de l'hindouisme, donc sa divinité choisie. On pourrait dire que le Bhakti Yoga, c'est le yoga le plus religieux, dans le sens qui implique des prières, des rituels, la répétition de mantras, le chant à des divinités, des offrandes. Et justement, le cheminement du Bhakti Yoga, c'est un peu de se perdre dans la dévotion, d'être ivre de dévotion, puis dans cette ivresse-là, d'atteindre une forme d'extase qui nous connecte avec le divin. Ensuite, on a le Raja Yoga ou le yoga royal. On l'appelle le yoga royal pour plusieurs raisons. Il a été enseigné à des rois, mais en fait, c'est le yoga classique, puis il est directement connecté avec Patanjali, le texte classique fondateur du yoga moderne, on pourrait dire. Quand on cite des textes classiques de yoga, les deux textes qu'on cite souvent, c'est Patanjali, les Yoga Sutras, c'est celui qui est le plus cité, et le Hatha Yoga Pradipika. Donc, le Raja Yoga, c'est la pratique du texte de Patanjali. Contrairement au Bhakti Yoga qui transmute l'émotion en dévotion, au Karma Yoga qui purifie l'action pour alléger son poids karmique, le Raja Yoga prend le taureau par les cornes. Ce que je veux dire par là, c'est que le Raja Yoga, c'est le yoga du contrôle du prana, de l'énergie vitale et du contrôle du mental. Donc, c'est un yoga direct. Le Raja Yoga utilise plusieurs méthodes pour atteindre le contrôle de cette énergie vitale, notamment les 8 principes ou les 8 membres du yoga de Patanjali. Ces membres-là sont Yama et Niyama. Quoi faire et quoi pas faire pour vivre une vie morale, une vie éthique, qui justement évite des lourdeurs karmiques. Ensuite, on a Asana, la posture, Pranayama, les exercices de respiration, de contrôle du prana, Pratyahara, qui est le retrait des sens vers l'intérieur, Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et le résultat de tout ce chemin est Samadhi, l'illumination. C'est par la pratique de ces 8 principes, donc de garder le corps stable, de garder le souffle stable, de garder le mental stable, que le Raja Yogi atteint la cessation, atteint la fin des pensées. Comme Patanjali définit le yoga, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Le yoga est la fin, l'arrêt des fluctuations du mental. Et finalement, la dernière forme de yoga, c'est Jnana ou Jnana, mais souvent on prononce Jnana Yoga. Il ne faut pas confondre le Jnana Yoga comme une approche intellectuelle, un peu comme on l'a ici en Occident par rapport aux universités. Donc, un intellectuel, c'est quelqu'un qui écrit des livres ou qui pousse ses études jusqu'à un doctorat, etc. Ici, c'est le yoga intellectuel parce qu'on utilise l'intellect pour, paradoxalement, entraver l'intellect, mettre un bâton dans les roues de l'intellect. C'est pas que le mental, c'est mauvais, c'est que le mental nous contrôle. Puis tant qu'on peut pas nous-mêmes contrôler le mental, l'utiliser comme un outil, comme un allié, le mental va toujours finir par nous contrôler et nous pousser à répéter des patterns
parce que le mental aime rester dans ce qu'il connaît. Donc, quelles sont les pratiques du Jnana Yoga? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude des textes sacrés, des méditations d'auto-investigation, la contemplation philosophique, la méditation sur le soi, puis surtout la question « Qui suis-je » Koham. Une méditation qui suit cette question, la question « Qui suis-je » c'est « Neti Neti ». Ni ceci, ni cela. Je vous donne un exemple. Est-ce que je suis mon corps? On pourrait dire que oui, en partie, mais en fait, mon corps a changé depuis mon enfance. J'avais pas de barbe, j'étais pas grand, j'étais petit. Et certaines personnes disent que les cellules se régénèrent toutes après 7 ans. Donc, techniquement, je suis pas dans le même corps que j'étais quand j'étais enfant. Cependant, j'ai l'impression d'être la même personne. Il y a un observateur à l'intérieur de moi qui expérimente ce corps, à travers ce corps, le monde. Donc, si je pousse un petit peu cette pensée-là, cette auto-observation-là, je peux me dire que je ne suis pas le corps. Je suis cela qui observe le corps changer, qui a l'impression d'être à l'intérieur du corps, une espèce d'observateur, mais je ne suis pas le corps. Le corps change, tandis que l'observateur reste. Et on peut pratiquer Koham, qui suis-je, avec tout, avec le mental, avec nos émotions, avec nos possessions. Puis on va s'apercevoir qu'en fait, on n'est rien de ça. Puis c'est ça l'idée un peu de ces méditations d'introspection, d'auto-investigation, c'est qu'on veut tellement rentrer à l'intérieur de soi qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment quelque chose. En fait, l'idée du Jnana Yoga, c'est un peu de s'apercevoir qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un ego. Ou que l'ego est là, mais c'est un construit. Comme le corps, comme les cellules du corps s'ajoutent puis forment un corps, l'ego, c'est un construit de nos expériences, de nos vouloirs, de nos désirs. Donc, par ses pensées, par ses méditations, le Jnana Yogi défait la sensation d'être quelqu'un pour atteindre cet océan-là qui est notre véritable identité. On vient de voir la définition de chacune des familles de yoga, puis j'aimerais approfondir ces définitions-là. Donc, je vais faire une vidéo par famille de yoga. Je vous souhaite une très bonne pratique. Au revoir.